Bonsoir, je m'appelle Yazid Arifi et je suis membre de la France Insoumise dans le 15e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, nous allons parler de code du travail et de loi travail. Plus précisément, nous allons aborder la question des ordonnances présentées par le gouvernement il y a une dizaine de jours et ayant pour objet de réformer en profondeur notre code du travail pour prétendument libérer les énergies et permettre au pays de retrouver la croissance et le plein emploi. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de rentrer en profondeur dans les différentes dispositions prévues par ces ordonnances, pour les décoder ensemble et comprendre ce qu'elles impliquent concrètement dans la vie des salariés de ce pays et comprendre à quel point elles peuvent être potentiellement néfastes pour notre vie de tous les jours. Alors, le Code du travail, c'est un ensemble de lois qu'on a commencé à adopter en France à partir de la fin du 19e siècle, 1896, et en fait qui se donne pour objectif d'organiser les relations entre les employeurs et les salariés. Et plus précisément, il s'agit de réglementer toute une série de thématiques qui sont liées notamment à la gestion des conflits au travail, à la représentation des salariés, aux conventions collectives, aux accidents du travail, à l'intéressement financier des employés, etc. etc. En fait, c'est un document qui est fondamental dans la mesure où il va venir organiser en profondeur la relation qui va s'établir entre les salariés et leur employeur. Et surtout, c'est un document qui libère les employés de l'arbitraire de leur patron. C'est un document qui est absolument névralgique si on veut comprendre l'ordre public social qui est établi en France depuis un peu plus d'un siècle. Concrètement, la logique du gouvernement est très simple. Le chômage de masse que connaît la France depuis une vingtaine d'années aurait une cause principale, qui serait donc les obligations et les contraintes qui pèsent sur les employeurs du fait de l'existence de ce code du travail. Et donc, en allégeant les obligations qui sont associées à ce code du travail, concrètement en permettant aux employeurs de négocier directement avec leurs employés leur paye, leur temps de travail, en aménageant des mécaniques de représentation du personnel comme ils le veulent, en facilitant les licenciements, en plafonnant les indemnités liées à des licenciements abusifs, on va permettre aux employeurs d'embaucher et de faire repartir la machine économique du pays pour retrouver la croissance et la prospérité qu'on a perdue. Il faut savoir qu'en régime démocratique, la loi, elle se débat et elle se fait dans le cadre du Parlement. Concrètement, un texte de loi est soumis au Parlement, l'Assemblée nationale plus le Sénat s'il y a un Sénat. Et ce texte de loi est débattu, amendé, on échange, ça peut prendre du temps, ce qui est normal. Et c'est au bout d'un certain parcours législatif qu'on finit par adopter et promulguer ce texte. Ça, c'est la façon conventionnelle de faire la loi. Après, vous avez la façon spécifique qui a été instituée dans la Constitution de la Ve République, qui s'appelle les ordonnances. Et les ordonnances, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une mécanique qui fait que l'Assemblée nationale vote ce qu'on appelle une loi d'habilitation qui permet au gouvernement de rédiger lui-même la loi. En fait, c'est le pouvoir exécutif qui a été élu pour appliquer la loi qui va se charger de la rédiger lui-même, ce qui est quand même une brèche fondamentale dans l'ordre démocratique d'un état de droit. Et donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ordonnance pose un problème fondamental qui est le respect de la séparation des pouvoirs. Là où normalement, c'est une disposition qui avait été mise en place pour les cas d'extrême urgence. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des circonstances, notamment des cas de guerre, qui peuvent justifier qu'un gouvernement doive aller vite et éventuellement contourner le débat parlementaire. Mais là, en l'occurrence, quand on parle de choses aussi fondamentales que l'ordre public social et le code du travail, il est quand même surprenant que le gouvernement s'appuie sur une disposition, donc les ordonnances, qui va contourner le pouvoir législatif pour au final promulguer un texte de loi qui aurait très bien pu être débattu, pour ça aurait pris du temps, mais en tout cas, il aurait été débattu et voté dans les règles de l'ordre démocratique. Alors, il y a 36 mesures qui sont incluses dans le document qui a été présenté par le gouvernement il y a une dizaine de jours. Moi, il me semble qu'il y a 4 dimensions qu'il est fondamental de comprendre pour les salariés pour mesurer l'impact concret qu'auront ces ordonnances quand elles seront promulguées sous forme de loi dans leur vie quotidienne. La première des choses, c'est la notion de plafonnement des indemnités prud'homales. La deuxième des choses, c'est la rupture conventionnelle collective.
La troisième, c'est la généralisation de ce qu'on appelle les contrats de chantier. Et la quatrième, la plus importante, c'est sans doute, de façon très générale, l'inversion de la hiérarchie des normes qui est instituée par ces ordonnances. C'est une série de mots techniques qui en fait, décrit quelque chose de très simple. Dans un pays, il y a des normes qui régissent la vie ensemble des citoyens. Et ces normes, elles sont classées par niveau d'importance pour obtenir un système juridique qui soit un petit peu rigoureux et éclairé. Donc concrètement, en France, on a la Constitution, qui est tout en haut de cette hiérarchie. Ensuite, on va avoir la loi. Et ensuite, on a les décrets, les règlements, les circulaires, qui vont constituer ce qu'on appelle une pyramide des normes. Une hiérarchie, une pyramide des normes. Donc dans le cas du travail, cette hiérarchie des normes, elle se constitue de l'accord d'entreprise, qui est le niveau le plus bas. Ensuite, vous aurez l'accord de branche, qui est un accord qui concerne toutes les entreprises d'un secteur. Au-dessus, vous aurez la loi. Et donc concrètement, l'accord d'entreprise est obligé de respecter l'accord de branche, qui lui-même doit respecter la loi. Et en quoi il va y avoir une inversion de cette hiérarchie? En fait, la dynamique qui est impulsée par les ordonnances du gouvernement, c'est que désormais, un accord d'entreprise pourra s'extraire du cadre imposé par l'accord de branche et la loi pour proposer des choses qui soient plus défavorables aux salariés que ne l'était l'accord de branche et la loi. Pour donner un exemple, au niveau du temps de travail, il y a des dispositions qui sont prévues par la loi. Par défaut, le temps de travail est de 35 heures hebdomadaires. L'accord de branche peut prévoir des aménagements. On peut avoir ce qu'on appelle des forfaits jours, on peut avoir des dispositions qui s'adaptent en fonction de l'activité. Pour moduler le temps de travail, parce qu'on peut avoir des moments dans l'année où on a plus de travail et d'autres moments moins, on va le moduler. Et en fait, si vous voulez, l'idée c'est que maintenant l'accord d'entreprise pourra primer sur l'accord de branche, même s'il prévoit des dispositions durant le temps de travail qui sont plus défavorables que l'était l'accord de branche. Donc un employeur pourra imposer une augmentation du temps de travail à ses salariés dans le cadre d'une négociation au sein même de l'entreprise, même si le fruit de cette négociation est plus défavorable que l'était l'accord de branche. Donc voilà, c'est la porte ouverte en fait à ce qu'on appelle le dumping social. Donc, les entreprises pourront commencer à se faire concurrence sur le niveau de respect qu'elles ont à l'égard des dispositions législatives et de l'accord de branche. Donc mon concurrent impose une augmentation du temps de travail de 35 à 40 heures sans contrepartie salariale, et ben moi je vais être obligé de faire pareil. Et donc c'est comme ça qu'on va se lancer dans une espèce de course au moins-disant social qui va finir par gâcher la vie de tous les travailleurs de ce pays. Lorsqu'il y a contentieux entre un employeur et son salarié, notamment sur les questions de licenciement, le Conseil des prud'hommes peut décider, dans le cas où l'employeur serait en tort, d'imposer un dédommagement qui sera versé du coup à l'employeur à son salarié. Pour l'instant, ce que prévoit la loi, c'est que par exemple, si vous avez 2 ans d'ancienneté, votre employeur doit vous verser un minimum de 6 mois de salaire dans le cas d'un licenciement abusif. Avec la nouvelle réforme qui est prévue, on va passer d'un plancher de 6 mois à un plafond de 3 mois. On perd au minimum 3 mois d'indemnité de licenciement abusif. Au-delà du montant en euros selon les trébuchants, ce qui pose vraiment problème, c'est la logique qui est derrière cette disposition. C'est-à-dire que on donne maintenant un prix à la violation de la loi. Demain, si on vous licencie pour votre couleur de peau, pour vos opinions religieuses, pour vos opinions politiques, et que ça ressort du coup dans le cadre du jugement au prud'homme, en fait le juge ne pourra pas faire autre chose que d'aller jusqu'au sommet du barème qui est fixé par la loi. On lui retire cette liberté de punir de façon conséquente un employeur qui se sera exonéré du respect de la loi de façon totalement injustifiée, ce qui est quand même extrêmement grave. La rupture conventionnelle, c'est une trouvaille de Sarkozy, il date de 2008. Sarkozy, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que, en fait, pour mettre fin à une relation de travail, il ne faut pas qu'on ait le choix uniquement entre la démission du salarié ou le licenciement, qui, du coup, comme on disait tout à l'heure, impose une série de contraintes administratives et financières à l'employeur. Donc, ce qu'il propose, lui, c'est que il y a un entre-deux, ce qu'il appelle la rupture conventionnelle. Donc, ça va être une espèce de négociation à l'amiable entre l'employeur d'un côté et le salarié d'une part pour mettre fin au contrat de travail
tout en préservant les droits du salarié parce qu'il va avoir accès notamment à l'indemnisation en tant que chômeur, ce qui n'est pas le cas s'il démissionne. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que cette rupture conventionnelle, qui nous est vendue comme un moyen de mettre fin aux relations de travail qui sont compliquées, dans les faits est souvent utilisée comme un moyen de pousser les salariés à la sortie. Et donc en fait c'est un licenciement déguisé. Hein. Dans beaucoup de cas c'est comme ça que ça fonctionne. On fait pression sur les salariés, il faut les obliger à accepter en fait cette proposition de rupture conventionnelle, sans quoi on les met au placard, ou en tout cas on fait en sorte qu'ils soient poussés vers la sortie jusqu'à ce qu'ils acceptent de démissionner d'eux-mêmes. Et donc ce qui est prévu par les ordonnances, c'est que maintenant la négociation sur une rupture conventionnelle ne se fasse plus uniquement entre un salarié et son employeur, mais qu'elle puisse se négocier entre plusieurs salariés et l'employeur. Concrètement, ça voudrait dire que l'employeur pourrait demain se présenter dans son entreprise, convoquer 25 salariés dans son bureau et leur expliquer que parce qu'il y a un baisse des commandes, ou parce que, je ne sais pas, parce que ces 25 salariés sont devenus moins performants, il serait souhaitable qu'on mette fin à leur contrat de travail de façon amiable. Donc concrètement, il va leur proposer une rupture conventionnelle collective, ce qui veut dire qu'il va mettre fin à leur contrat de travail en leur permettant d'avoir accès à l'indemnisation en tant que chômeur, sans en passer par un plan social. Parce qu'un plan social, effectivement, va imposer un cadre juridique qui est beaucoup plus contraignant et qui est beaucoup plus protecteur que les salariés. Donc concrètement, avec cette rupture conventionnelle collective, on met fin à ce qu'on appelle le plan social, ou maintenant le plan de sauvegarde de l'emploi. Donc c'est une nouvelle façon de contourner des dispositions législatives qui sont les résultats de lutte sociale. Parce qu'on n'a pas abouti au plan de sauvegarde de l'emploi comme ça. Ça a été le fruit de négociations acharnées, de manifestations, de luttes. Et voilà, tout ça va pouvoir être contourné par les employeurs qui n'auront plus qu'à convoquer 25, 30, 40 salariés dans leur bureau pour leur proposer une rupture conventionnelle à l'amiable. Ce qu'on appelle contrat de chantier ou CDI de chantier, c'est le contrat qui va permettre à un employeur sur un chantier de bâtiment de recruter un salarié pour la durée d'une mission. C'est-à-dire que le contrat prend fin au moment où la mission pour laquelle on a recruté le salarié est terminée. Donc, pour l'instant, par définition, ce contrat-là, il ne s'applique que dans le domaine du bâtiment. Et l'idée du gouvernement avec cette ordonnance, c'est de généraliser ce qu'on appelle le CDI chantier à tous les secteurs de la vie économique. C'est-à-dire que dans l'hôtellerie, dans le conseil, dans la finance, dans la banque, dans ce que vous voulez, on pourra désormais recruter des salariés dans le cadre de ce qu'on appellera toujours un CDI, mais ce CDI, en réalité, est un contrat qui ne vous lie à votre employeur que dans le cadre d'une mission bien précise, qui a une durée bien précise. Typiquement, si vous êtes recruté sur un projet de 18 mois, votre contrat, en réalité, prendra fin au terme de cette mission. Après, libre à l'employeur, soit de vous réaffecter sur une autre mission, qui fera l'objet d'autres contrats, soit de vous embaucher, ou alors tout simplement de mettre fin à votre collaboration, pour parler en jargon macronien. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va permettre à des employeurs de démultiplier des contrats à durée en réalité déterminée. C'est-à-dire qu'on pourra vous affecter à une mission, ensuite à une autre, ensuite encore à une autre, et puis ça peut durer comme ça plusieurs années, sans que en fait, vous ne sortiez de votre situation de précarité avec un véritable CDI qui vous donne de la visibilité et qui vous permet de vous projeter dans l'entreprise. Donc là, on est vraiment sur une disposition qui constitue une véritable régression pour les salariés parce qu'elle les prive de toute forme de visibilité sur leur avenir dans l'entreprise. On le voit bien, les ordonnances qui ont été présentées par les gouvernements pullulent de dispositions qui vont gâcher la vie des travailleurs. Plus que jamais, il est fondamental qu'on se mobilise tous pour dire au gouvernement qu'on refuse son coup d'état social. Donc rendez-vous le 23 septembre à 14h à la Bastille pour une grande marche contre le coup d'état social.